Soyez bienvenus pour la suite de notre grande session d'information sur les élections allemandes. Vous en connaissez les résultats si vous étiez avec nous lors des précédentes éditions. Faut-il le rappeler, un triomphe qualifié d'historique pour Angela Merkel, pour son 3e mandat et pratiquement une majorité absolue à la Chambre des députés. Donc elle dominera évidemment la vie politique des 5 prochaines années. Si vous n'étiez pas des nôtres, je vous propose de voir le panneau des résultats qui va montrer pour les formations qui la soutiennent, les formations de droite, eh bien une majorité très forte, écrasante à la Chambre, avec un résultat que aucun des instituts de sondage n'avait prévu, puisque les forces à nouveau qui la soutiennent dépassent les 42%. On sait que les sociodémocrates, eux, sont à un peu plus de 20%, et donc sont les perdants de la soirée. On ignore au moment où je vous parle, mais les panneaux sont en train de se faire puisque nous vivons en direct cette élection, naturellement. Je vous montrerai un peu plus tard ces résultats. Retenons un succès historique. Angela Merkel pour un 3e mandat. Dans l'histoire récente de l'Allemagne, eh bien, c'est la 3e fois seulement qu'un chancelier est réélu pour un 3e mandat. Une majorité absolue, ça n'était pas arrivé depuis 60 ans en Allemagne. Et donc, c'est dire qu'on est sur un succès tout à fait historique. Ce qui a inspiré notre dessinateur de kiosque Dilemme, regardez, avec ce drapeau. Merkel, nous dit-il, prend une autre dimension en Allemagne. Eh bien, cette autre dimension, c'est en effet l'un des 28 qui prend un peu plus de place sur le drapeau européen. Je vous montrerai au fur et à mesure de l'émission les unes, notamment la presse allemande qui commence à nous parvenir. Je vous montrerai ça dans un moment. Mais sur le plateau des kiosqueurs qui ont séché le travail de leur rédaction pour nous rejoindre quelques minutes sur ce plateau, nous serons également en direct par téléphone ou par Skype ou par différents autres moyens avec d'autres correspondants un peu partout dans le monde. Nous recevons à la table de ce kiosque spécial ce soir Ziad Limam, qui est l'éditorialiste et le directeur d'Afrique Magazine. Merci d'être des nôtres. Alexia Kefalas. Et on sait que la Grèce, naturellement, je rappelle que vous êtes correspondante de Ekaterimini, le grand quotidien de Grèce. La Grèce suit avec beaucoup d'intérêt cette élection parce qu'elle attend un tournant dans la rigueur qui est personnifié chez vous par la chancelière. Nous recevons Yuri Kovalenko, forte proximité également entre la Russie et l'Allemagne, nous verrons pourquoi politiquement. Ana Navarro Pedro, le Portugal qui connaît une austérité et une crise. Donc, est-ce qu'on en tient pour responsable Mme Merkel, qui n'est pas très populaire chez vous? Vous êtes journaliste à Visao et vous nous répondrez dans un instant. Anna Nepotowska de la Gazeta, le grand quotidien de la Pologne, également sur ce plateau, le voisin de l'Allemagne. Et puis, bien sûr, Yoav Tucker de Kotorep, le grand média israélien, également des nôtres, compte tenu des relations entre Israël et l'Allemagne. Là aussi, nous suivrons ça avec beaucoup d'intérêt. Peut-être, Alexia, puis-je vous demander en tout premier lieu quelle est la réaction dans votre pays? Faut-il rappeler que c'est probablement en Grèce que Angela Merkel est la plus impopulaire, ou la moins populaire si je veux faire un peu de preuve de diplomatie à cette antenne. On espérait une alternance, on espérait la présence des sociodémocrates qui peut-être d'ailleurs feront partie de la grande coalition, on ne sait pas encore au moment où je vous parle. Comment on réagit chez vous à Athènes ce soir? Ils ne se faisaient pas d'illusions, les Grecs. Effectivement, il y a beaucoup de Grecs aussi qui habitent en Allemagne. Je vais vous donner un chiffre, ne serait-ce que ces 2 dernières années, 82% de Grecs en plus ont demandé à être naturalisés allemands. C'est dire cette fuite des cerveaux qu'il y a justement à cause de la crise. En fait, effectivement, Merkel représente, c'est la personnification de la crise. On va la voir, elle fête sa victoire ce soir, on va la voir, on va nous l'envoyer de la régie. Exactement, et alors elle peut s'estimer heureuse, sauf que quand elle était en visite en Grèce il y a un peu plus d'un an, le 9 octobre 2012 exactement, eh bien les Grecs défilaient dans la rue contre cette personnification de la crise, ils appellent ça le diktat allemand, et donc c'est pour ça qu'elle était très impopulaire, et elle l'est toujours. Mais les Grecs ne se faisaient pas d'illusions. Demain, la une de Tanea, le grand quotidien, sera justement le triomphe de la reine de l'austérité. Parce que c'est ça véritablement qui les importe. Ils savent très bien que même si elle a une majorité absolue, elle fera appel à une coalition parce qu'elle ne se contentera pas de 2 ou 3 députés en plus, mais elle voudra, voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec le dessin de Dilemme. Parce que je vous remonte, il vient de parvenir. Ça change complètement la donne sur l'Europe. Elle a la main mise sur l'avenir de l'Europe. Et ça veut dire l'avenir de l'Europe monétaire, bancaire, l'Europe de la défense. Et la troisième chose qu'on peut voir chez les Grecs, c'est qu'effectivement, c'est la fin de la social-démocratie. Là où la Grèce a eu raison de Georges Papandréou, de Zapatero, effectivement Berlusconi, Sarkozy, eh bien Angela Merkel s'en sort renforcée. Et c'est ça véritablement qui change sur la carte de l'Europe. Alors, autre réaction d'un pays qui naturellement suit avec beaucoup d'attention ce qui se passe
passer en Allemagne. Il s'agit de la Turquie pour plusieurs raisons. Faut-il rappeler qu'il y a au moins 3 millions, peut-être 4 millions de Turcs qui vivent et travaillent actuellement en Allemagne. Mine Kerikanat est en duplex avec nous. Comment est-ce que l'on réagit, sachant que Angela Merkel est plutôt et même opposée à l'entrée de votre pays, donc de la Turquie, dans cette Union européenne? Donc déception, là encore je pose la même question qu'à l'instant à Alexia Kefalas. Non, il n'y a pas de déception parce qu'on s'y attendait à la victoire de Merkel qui, pour les Turcs, en fait, même s'ils ne l'apprécient pas beaucoup, c'est une femme de poigne qui a réussi à tenir le moteur économique de l'Allemagne. Donc, ils sont un peu admiratifs ici. Et ça ne change pas que CDU gagne ou SPD prenne le relais. Ça ne change pas pour les Turcs. Jusque-là, normalement, il y a en Allemagne 15 millions d'étrangers, dont 5 millions votants. Et parmi ces 5 millions votants, il y a sûrement un cinquième des Turcs. Cette fois-ci, ils avaient 66 candidats. On pense qu'il y a une dizaine qui va emporter ces élections-là. Et puis, pour la première fois, CDU a eu une candidate. Je ne sais pas si elle est élue. Donc, les Turcs sont très actifs dans la politique de l'Allemagne, mais je ne sais pas, c'est une bonne politique pour l'Allemagne d'intégrer ces immigrés, mais par contre, les Turcs candidats sont très briefés en Turquie par le gouvernement en place, AKP, et même il y a Stuttgarter Zeitung et Der Spiegel qui a dénoncé ça, ces briefings justement tenus par les politiques de la Turquie vis-à-vis des politiques et candidats justement à gérer l'Allemagne. Minet, donc situation renforcée pour la chancelière. Je posais la question de sa popularité. Donc vous n'êtes pas surprise par sa reconduction, mais est-ce qu'elle est décriée ou au contraire, dans votre pays qui a une certaine bonne santé économique, eh bien on se plaît assez avec cette Allemagne également puissante au plan économique? On se plaît assez. Ouais. Et les Turcs ne se sont jamais plaints de Merkel. De toute façon, il n'y a personne, enfin presque personne qui veut de la Turquie en Europe. Donc, ça ne change pas qu'elle soit contre la Turquie. Et donc, nous avons des relations économiques très profondes et puis très historiques et dans une envergure assez importante avec l'Allemagne. Ouais. Et les choses vont bien et ça ne va rien changer du tout. Merci beaucoup, Minet, pour cette réaction en direct d'Istanbul. Première réaction à chaud. Également, si vous nous rejoignez, eh bien, nous allons regarder la composition de la Chambre des députés avec, vous le voyez, donc sur la partie gauche, 301 députés qui vont soutenir Madame Merkel, pratiquement la majorité absolue. Je ne peux pas vous dire au moment où on se parle si elle l'atteint ou non, à quelques voix. On constatera que les instituts de sondage ne donnaient pas un tel succès. Et puis les sociodémocrates, 184, eh bien eux, visiblement passent une assez mauvaise soirée, ce qui pour Pierre Steinbrück, leur patron, signe peut-être la fin de la route. Les Verts également sont en recul, en déclin, et donc le grand succès personnel de Mme Merkel qui accède à un troisième mandat. Ça, très peu de chanceliers, 2 seulement l'avaient fait avant elle, et puis je vous l'indiquais, donc une majorité absolue. Ça, il y a 55 ans qu'on n'avait pas vu ça en Allemagne. C'est donc une soirée extrêmement importante. On poursuit notre tour d'horizon. On était dans le sud, on va y rester, avec Ana Navarro Pedro au Portugal, sur le plateau de Kursk, que vous nous parlez parfois de la lassitude de vos concitoyens face à cette rigueur qui semble inspirée à tort ou à raison par l'image de Mme Merkel. Comment est-ce que, également, on réagit? Est-ce qu'il y a une déception? Est-ce qu'on attendait les sociodémocrates? Est-ce qu'on attendait une ouverture ou une moindre rigueur? Pas du tout. Je pense que la presse a bien prévenu tout le monde au Portugal qu'il n'y avait rien à attendre. Et puis au Portugal, c'est vrai, Merkel est vue comme l'image symbole de l'austérité et des déboires des Portugais. Pour une partie de la population qui est peut-être la moins bien informée, ce qui convient au gouvernement, parce qu'il y a tous les gouvernements passés, parce que comme ça, ils n'ont pas à reconnaître leurs fautes et leur part de responsabilité dans ce qui se passe dans le pays. Non, c'est la grande méchante allemande qui est responsable. Effectivement, la césure ne vient pas du fait qu'elles disent non à un moment donné, pour certaines mesures d'assouplissement de l'austérité. Ça provient vraiment des propos tenus par Merkel, par Schäuble, qui est son ministre de l'économie, par d'autres membres éminents du gouvernement, qui étaient vulgaires,
ordinaire, raciste, tout simplement, contre les populations du Sud, que ce soit les Grecs, les Portugais. Et c'est là où la césure culturelle, historique est revenue en force au Portugal et a pris ensuite dans la population. Puis il y a tous les gens qui sont peut-être un peu mieux renseignés et qui savent qu'en Allemagne, il y a quand même énormément d'hypocrisie dans la présentation de cette politique d'austérité et du paiement de l'Allemagne, de la contribution financière de l'Allemagne à sauvetage des pays du Sud, parce qu'on sait parfaitement que d'abord, s'il y a eu sauvetage, d'ailleurs au Portugal, je fais partie des gens qui croient qu'il nous a été imposé, qu'on pouvait s'en passer. S'il y a eu sauvetage, c'est pour payer les banques créancières, en première ligne des banques allemandes et puis des banques françaises. Et que, deuxièmement, l'Allemagne est aussi assez hypocrite dans sa position morale vis-à-vis des pays du Sud, parce qu'elle aussi cache ses comptes, elle l'a fait dans le passé, elle le fait actuellement, c'est la presse allemande qui dit que la dette allemande est 3 à 4 fois plus grande qu'elle n'est dite officiellement, et puis parce que, aussi, dernière information, l'Allemagne paye moins que les Français, par exemple, que ses voisins, dans cette contribution à l'aide financière aux pays du Sud. Donc tout cela ensemble fait que l'Allemagne a une image mauvaise, une image impopulaire, dure, une image qui, à mon avis, ne va jamais s'arranger, même avec les générations à venir. C'est une véritable césure historique qui se refait là. Avant de poursuivre avec vous, beaucoup de réactions. Nous partons à Londres, retrouver John Henley, grande signature du Guardian, le quotidien de centre-gauche. Bonsoir John. Comment est-ce que l'on réagit, je le disais, vous êtes votre quotidien plutôt marqué centre-gauche, à la déroute des sociodémocrates et à la confirmation de cette suprématie allemande, pourrait-on dire, en tout cas de Mme Merkel? Oui, je pense que la première chose qu'il faut dire, que c'est énormément évidemment une très grande victoire pour Angela Merkel. On l'a déjà dit, John. Surtout ce qu'il faut souligner, c'est que c'est le premier leader européen pendant cette crise de ne pas avoir été sanctionné par des électeurs. Tous les autres ont été punis aux urnes. Bien Merkel, sûr. Non. Donc ça, c'est, je pense, la première chose à souligner. Pour ce qui concerne la réaction britannique, je pense d'abord qu'il faut dire que pour le public britannique, ça n'a pas été une élection très intéressante, très facile à suivre. En fait, en Grande-Bretagne, on préfère notre politique un peu plus rude, un peu plus brute de coffre, un peu plus excitant, et on aime le noir contre le blanc. Le manichéisme. Oui, voilà, on a bien compris Hollande, Sarkozy. C'était clair, c'était net, c'était simple. Le match se refera peut-être, remarquez John, donc ne partez pas trop loin. Une question peut-être à vous poser. Les libéraux en Allemagne sont en déroute, ils ne sont pas au Parlement. Vous en avez, vous, des libéraux? Est-ce qu'ils disent ce soir, c'est pas bon d'être au pouvoir? Ils sont pas du tout comparables, c'est ça le problème, je pense. On peut pas les comparer. Les libéraux démocrates en Grande-Bretagne sont peut-être le parti sont peut-être même plus au gauche que les travaillistes actuellement. Donc c'est vraiment, surtout en matière de politique économique, on peut pas les comparer du tout. Par contre, ce que j'allais dire, c'est que pour la Grande-Bretagne, surtout pour le gouvernement de David Cameron, même si il trouvera beaucoup de confort, je pense, dans la réélection de Merkel, ils ont de bonnes relations. La possibilité d'une grande coalition, donc avec la SPD, les sociodémocrates. Voilà, ça va sans doute perturber un peu les choses. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, peut-être parce que la SPD a crié haut et fort qu'il faut réguler, contrôler beaucoup plus les marchés financiers en Europe. Ça, c'est donc pas dans l'intérêt de la City. Donc, le gouvernement britannique va être forcément contre ça. Aussi parce que Peer Steinbrück, donc chef des sociodémocrates allemands, a aussi crié haut et fort qu'il n'accepterait pas d'Europe à la carte. Et justement, une Europe à la carte,
c'est ce que cherche à promouvoir David Cameron, avec même sa menace d'organiser un référendum en Grande-Bretagne. Pour sortir de cette union. Merci John, on vous laisse écrire votre papier. On en a, grâce à vous, la teneur en avant-première sur ce plateau. Merci. On va aller dans d'autres capitales. On poursuit notre tour sur le plateau de Kiosque. Yoav Toker, faut-il évidemment évoquer les relations historiques entre l'Allemagne et l'Israël. Est-ce que l'on a suivi, au-delà de la dimension, je dirais, symbolique, historique, cette élection qui vient de se jouer? La chancelière qui a fait également des gestes, comme ses prédécesseurs, en matière de rapprochement de l'histoire. Mais comment est-ce qu'elle est perçue, comment est-ce qu'elle est vue à l'aube de ce troisième mandat depuis Israël? Je dirais de façon lucide. Vous avez raison, bien évidemment, en commençant, si vous voulez, en introduisant mon intervention par la dimension tout à fait inhabituelle et sans commune mesure. 70 ans après la fin de la guerre, ça reste un passé qui ne passe pas, on l'a souvent dit ici. C'est ça, d'ailleurs la chancelière elle-même a dit la semaine dernière que l'engagement de l'Allemagne pour ce qui est de la sécurité d'Israël, il ne fait pas partie des intérêts politiques, mais de l'éthos de la nation allemande. Bon, mais et effectivement, pour des circonstances qui ont créé ces relations spéciales, et on est bien au-delà de ce qui est calculable en termes d'intérêt. Alors, Merkel impopulaire dans différents pays, notamment, on vient de le dire, en Grèce ou au Portugal. En Israël, comment est-elle perçue? Ni populaire, ni particulièrement non populaire, parce que d'abord, les éléments qui donnent sur la politique européenne sont absents de la scène israélienne, parce qu'Israël ne fait pas partie de l'Union européenne, et que la situation économique en Israël n'est pas génialement bonne, mais elle est loin d'être problématique de la façon dont les autres pays méditerranéens... On ne peut pas en tenir rigueur à l'Allemagne, bien sûr. Il y a des affinités israéliennes, dans la classe politique israélienne, dans des affinités de longue date avec la SBT, les sociaux-démocrates allemands, le parti travailliste israélien, qui n'est pas au pouvoir actuellement, avait traditionnellement de longues et profondes relations avec des leaders et de la social-démocratie allemande. Mais je dirais qu'il n'y avait pas d'affinité particulière et il y avait simplement une lucidité. On la voyait grande vainqueur et elle triomphe, les choses se suivent. Je vous redonne naturellement la parole aux unes et aux autres dans un instant. Je vais vous montrer la une de la Tageszeitung qui fait un peu d'ironie avec, vous le voyez ici, la nouvelle opposition, pourrait-on dire, ce sont les libéraux qui se sont fait laminer, qui ne seront même pas au Parlement, qui ont l'air bien graves et bien tristes. Ça, c'est la une de la Tageszeitung. Alors, on va traverser l'Atlantique, retrouver Dorothea Hahn, qui est à la fois correspondante allemande de ce journal et qui vit aux États-Unis depuis un peu plus de 3 ans. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir, une kiosqueuse à Washington. Dorothea, comment cette victoire très large est-elle perçue à la Maison-Blanche? Est-ce que cette élection a été suivie particulièrement par Obama? On dit que les relations entre les deux dirigeants ne sont pas des meilleures. C'est difficile de spéculer sur les relations personnelles parce qu'on ne les voit pas tellement ensemble. Mais il faut quand même reconnaître qu'Obama a choisi Berlin pour les 2 grands discours qu'il a donnés en Europe ces dernières années. Une fois avant d'être élu et une deuxième fois cette année, l'année dernière où il a parlé des armes nucléaires. Je pense qu'à Washington, on a plutôt prévu une victoire d'Angela Merkel, même si on n'a pas prévu aussi forte qu'elle semblait être ce soir. Naturellement. Alors, vous avez suivi cette campagne, je le disais, vous êtes allemande, depuis les États-Unis. Est-ce que vous avez été frustré par le fait que dans cette campagne, on a peu parlé d'autre chose que de l'Allemagne, finalement? Il y a quelque chose de vraiment paradoxal dans cette élection, parce que Angela Merkel vient de sortir, son dernier mandat, ça a coïncidé avec la plus grande crise européenne, la plus grave crise de l'euro. Et si on voyage dans le sud de l'Europe et en France, l'euro est le grand sujet quand on parle de Merkel, et elle n'est pas précisément une figure très populaire. En Allemagne, à l'intérieur de l'Allemagne, en revanche, il y a eu une absence presque totale
de la chose européenne. On n'a pas parlé de l'austérité, on n'a pas parlé de la critique des pays du Sud, on n'a pas parlé de la crise de l'euro. Sinon, on dirait, et il y a quelques intellectuels en Allemagne qui disent que ça a même été irresponsable, que c'était la négation des choses importantes. C'était comme si l'Allemagne était une île et comme il s'agissait d'une question nationale seulement. Mais Philippe, si vous me permettez une chose, il y a quand même un petit phénomène qui est intéressant dans ce contexte de l'Europe. Ce soir, un parti de droite, qui est un nouveau parti, qui est parti de zéro, qui s'appelle AfD, ça veut dire Alternative pour l'Allemagne, et qui est totalement anti-euro. Il est aux portes du Parlement, 4,9. Exactement. Et c'est étonnant pour un pays qui avance, qui change aussi lentement que l'Allemagne, qui est finalement un pays très conservateur dans ses décisions électorales. Ce parti-là a basé sa campagne sur l'anti-euro et a fait presque 5%. Bien sûr. Ça prouve qu'à l'intérieur de l'Allemagne, il y a quand même l'intérêt pour cette chose-là, mais soi-disant, les grands partis, entre autres les libéraux qui maintenant se trouvent en dehors du Parlement pour la première fois dans la post-guerre, eux, ils ont tous évité ce sujet. Et il faut aussi reconnaître que les 4 grands entre guillemets, sont plutôt d'accord sur l'Europe. Absolument. Merci beaucoup, Dorothée, pour cette réaction depuis Washington. Je remontre la une de votre journal. Donc, avec cette nouvelle opposition, vous y faisiez allusion, il y a un instant, les libéraux qui prennent une déroute, difficile d'improviser parfois, une déroute, moins de 5%, ils ne siégeront pas au Parlement et donc pas dans la coalition. La Frankfurter Allgemeine ici, qui nous montre l'Union qui a gagné très largement, victoire claire avec cette victoire d'Angela Merkel triomphante. Et puis tant qu'on y est, je vais vous montrer le Spiegel en ligne qui nous montre la République Merkel, une façon également de présenter les choses. On était dans le Sud, peut-être va-t-on y rester. Ziad Limam, comment dans le pourtour méditerranéen et peut-être au plus au sud, en Afrique, perçoit-on cette élection? Y a-t-il eu le moindre intérêt? En Allemagne, on n'a pas, en Europe, on en a beaucoup parlé, notamment en France. Est-ce qu'on a retrouvé la même attention? Non, on n'a pas retrouvé la même attention. Bon, une élection allemande, c'est toujours intéressant, mais quand il y a aussi peu de suspense, ça l'est forcément un petit peu moins. Et puis l'Allemagne, sans vouloir caricaturer, c'est pas un pays très international. C'est un pays allemand. Très intériorisé, européen par extension, mais la présence de l'Allemagne dans le reste du monde, en tous les cas en dehors du cercle occidental, au sud en particulier, ça n'existe pas. Les Allemands, par exemple, ont développé des relations très étroites avec la Chine. Les Allemands vont vers l'Asie. Les Allemands ont une diplomatie du business, des marchés, qui s'exprime. Je veux dire, en Méditerranée, ils ont beaucoup de sous-traitants dans les pays du Maghreb. Il y a beaucoup d'entreprises dans les pays du Maghreb qui travaillent pour des entreprises allemandes. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une vision allemande du développement. On ne peut pas dire qu'il y a une vision allemande des relations Nord-Sud. On ne peut pas dire que... Voilà, on a quand même l'impression d'avoir affaire à un pays extrêmement enclavé dans son identité, y compris sur les questions démographiques, y compris sur les questions des migrations. On voit à quel point tout ça, c'est complexe. Donc bon, pour nous, l'Allemagne, c'est le cœur de l'Europe. Et encore, moi qui suis un peu à cheval entre les deux continents, si c'était possible, je trouve que si on parle de l'Europe, toujours de l'euro, mais quelle est la vision allemande de l'Europe? On a un petit peu de mal quand même aussi à savoir s'ils étaient le moteur et s'ils étaient cette grande étoile qu'a dessiné Dilem, moi j'y crois pas, parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux et ils ne sont pas d'accord pour prendre un leadership. Donc on ne sait pas très bien ce qu'elle veut cette Allemagne, à part se protéger. Et une dernière chose avant de céder la parole à mes amis, j'entends tous les plateaux dire triomphe, triomphe, triomphe. Oui. Elle a fait un score, elle a fait 42%, qui est le meilleur score je crois qu'elle ait fait sur les 3 élections. Souvent les Allemands votent pour quelqu'un, votent plus pour quelqu'un que pour un parti, et ils ont une tradition de grand chancelier. Donc elle a fait un score. Mais si vous regardez le Bundestag, la différence entre tous les partis, tout le CDU-CSU et tous les partis de gauche, c'est 5-6 sièges, 7 sièges, 10 sièges peut-être. Donc il y a une présence de gauche. Le problème, c'est que la gauche ne sait plus ce qu'elle est. Il y a Die Linke qui est la vraie gauche, il y a le SPD qui va de la droite à la gauche, il y a les Verts qui ne savent plus comment ils s'appellent. Donc le vrai chantier en Allemagne, c'est pas le CDU-CSU, c'est le chantier d'une recréation d'un parti de gauche. Pardon de vous interrompre. Je vous promets que je vous redonne la parole ensuite. Je montre la une du Temps, quotidien suisse, qui dit justement Angela Merkel, c'est ici, triomphe, mais sera plus exposée. C'est un peu ce que vous indiquez à l'instant. C'est pas très important pour eux, puisque ça vient loin derrière. Il faut dire qu'il y avait une grande votation. On a vu ça avec André Crétin dans le kiosque de tout à l'heure. Je suis pas d'accord avec Ziad, parce que
que ça reste un triomphe à partir du moment où c'est quelqu'un qui s'est présenté sans aucun programme, qui n'a bénéficié que des fruits des réformes que Schröder avait fait, qu'elle n'a pas fait, c'est-à-dire à couper dans les retraites, à couper dans les dépenses publiques et à réformer le système. Elle a fait campagne sans aucun programme, d'une part, et sur une grande hypocrisie européenne qui ne concerne pas du tout l'euro. Et c'est ça la vision de l'Allemagne, c'est véritablement l'Allemagne contre l'Europe. Et quand on voit... Non mais vraiment, juste donner 2 chiffres par rapport à ça. Au début de la crise grecque, où vraiment on commençait à voir, il y avait un PIB qui était de 120%. 4 ans après le début de la crise, donc en octobre 2009, à 120%. Maintenant, il est à 180%. Et l'Allemagne, sur ses plans d'aide, comme ce qui est présenté, à savoir donc de l'argent prêté à la Grèce, l'Allemagne a quand même gagné depuis 2009 40 milliards d'euros sur la Grèce. Donc il y a quand même une hypocrisie, il n'y a pas de plan et il y a quand même un triomphe de cette popularité. Je suis obligé de vous interrompre, on poursuit notre tour d'horizon. Nous partons au Cameroun. Marie-Roger Bella, qui connaît très bien l'Allemagne, germaniste, elle a dirigé d'ailleurs une édition de Africa International en allemand. Vous connaissez très bien ce pays. On a le sentiment, on vient d'entendre Ziad Imam, qui dit qu'il n'y a pas une immense attention de la part du Sud pour cette élection. Vous connaissez personnellement l'Allemagne. Quelle est votre réaction à cette victoire large, j'allais dire écrasante, de Angela Merkel? Eh bien, d'abord, c'est drôle. Ce soir, la grande nouvelle en Afrique, c'est quand même le bain de sang qui s'est passé à Nairobi. Donc, bien sûr. Ça a un petit peu éclipsé ça, même si c'est vrai qu'on en a pas mal parlé. On l'a traité dans nos journaux, bien sûr. Et alors, pour Merkel... en ce qui concerne l'Afrique, l'intérêt a toujours été un petit peu en retrait. Et les Allemands ont les pays qui les intéressent en Afrique. C'est l'Afrique du Sud essentiellement, parce que sur les 600 entreprises qui sont implantées en Afrique, 500 sont en Afrique du Sud. Et Angela Merkel, elle est dans la même tradition que les autres. Alors que on aurait pu attendre un regain d'intérêt, puisque l'Afrique, maintenant, comme on sait, est le nouveau territoire j'allais pas dire à envahir, mais à conquérir. Ah, bien sûr. La liaison n'est pas très bonne. Pardon, la liaison n'est pas très bonne. Je vous demande simplement si au Cameroun, où vous êtes, il y a une attente de l'Allemagne, il y a une attente peut-être d'une autre attitude européenne, ou bien on en prend acte comme un autre élément d'actualité de cette large victoire d'Angela Merkel. Oui, l'attente, c'est peut-être une plus grande implication. En même temps, on la redoute parce qu'on trouve que les Allemands ne sont pas des clients faciles. Ils ont des exigences, ils s'attendent à ce qu'il y ait une Afrique libérée de tous les problèmes, pas de corruption, etc. Et ils ont un peu de mal à sortir des pays habituels. Mais il y a une attente. On voit par exemple que pour la Côte d'Ivoire, je dirais en 2-3 mois, la Côte d'Ivoire a accordé plus de visas à des hommes d'affaires allemands que sur les 10 dernières années. Parce qu'ils font maintenant un peu plus confiance peut-être au régime d'Alassane Ouattara et qu'il y a un nouveau, etc. Mais on voit un peu plus d'Allemands en Afrique. Oui. Et je crois que la tension, puisque l'Allemagne est un pays d'exportation, il s'intéresse de plus en plus à l'Afrique et c'est pas tellement Angela Merkel, mais elle est un peu frileuse sur ces questions-là, mais ce sont les hommes d'affaires. Merci beaucoup Marie-Roger pour cette analyse. Donc vous étiez en direct du Cameroun. Merci pour cette réaction du Sud. Et je rappelle votre connaissance personnelle de l'Allemagne. Alors on a fait réagir le Sud. On est allé en Afrique. On va regarder du côté de l'Est. Alors il y a naturellement un pays qui a une relation forte en ce moment et pour cause avec l'Allemagne. Il s'agit de la Russie. La Russie, on l'a dit dans d'autres séquences d'informations, la chancelière qui a grandi en RDA, en Allemagne de l'Est, elle parle russe et, faut-il également le rappeler, Poutine a fait une partie de sa carrière de militaire, lui comme, on peut le dire, il y a prescription comme agent secret ou comme espion, parlant assez parfaitement à l'allemand. Comment il réagit ce soir? Il se satisfait plutôt de... Je dirais que déjà depuis pas mal d'années, on a des relations privilégiées avec l'Allemagne. Ça a commencé avec Schröder.
qui est devenu... Maintenant, il a Gazprom, il est conseiller il est devenu, vous vous rendez compte, il est devenu presque le meilleur ami de Poutine, et ça se paye, hein. Évidemment, un jour, il est réussi à un poste allez, formidable. Gazprom, c'est pour toi. Mais en plus, il a fait un petit geste, Schröder, et a adopté une petite fille de Saint-Pétersbourg, donc ça crée aussi des liens. Naturellement. Alors, concrètement maintenant, réélection très large, la droite au pouvoir de façon forte en Allemagne. Pour la Russie, c'est plutôt une bonne nouvelle? C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pas une nouvelle, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne confirmation des rapports spéciaux qu'on avait avec l'Allemagne déjà depuis toujours. Ça est basé sur l'économie, évidemment, parce que l'Allemagne est de loin notre partenaire stratégique préféré pour les rapports économiques, etc., commerciaux. L'Europe, c'est l'Allemagne pour vous, un peu? Tout à fait, tout à fait. Et heureusement pour notre pays, Poutine a été en poste à Leipzig et pas à Tulle, par exemple, ou à Limoges. Donc, grâce à ça, il a créé des liens, il connaît bien la mentalité allemande, la langue, il parle, paraît-il, très bien. Donc, comme Merkel. Et Merkel, il est très attiré par la culture russe. Donc, les rapports, il me semble, économiques sont excellents. On dit que les rapports personnels entre Poutine et Merkel sont quelquefois tendus, et elle, pratiquement le seul leader politique en Occident, qui ose, entre guillemets, parler franchement à Poutine. Alors, avant de poursuivre dans un instant avec Anna et de voir depuis la Pologne comment on réagit, je vous propose qu'on retourne au sud avec Anna Narat, en direct du Maroc. Dans le royaume, comment a-t-on perçu... Il y a une partie importante de tourisme qui vit grâce aux Allemands, mais bien sûr, au-delà de cette dimension économique, la reconduction large rassure plutôt le royaume ce soir de Madame Merkel? Oui, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, c'est plutôt rassurant parce que depuis l'arrivée au pouvoir d'Angela Merkel, les relations entre le Maroc et l'Allemagne n'ont fait que s'améliorer. Bien entendu, pour des raisons à la fois historiques, les relations étaient beaucoup plus fortes avec la France, l'ancienne puissance coloniale, et puis aussi géographiques avec les pays plutôt du sud de l'Europe. Mais avec l'Allemagne, depuis une dizaine d'années, la coopération économique s'est renforcée. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 10 jours, le 13 septembre dernier, a été signée la déclaration de Rabat qui appelle au renforcement de ces relations à la fois économiques, notamment en matière de coopération sur les énergies renouvelables et solaires, en matière de coopération aussi pour ce qui concerne les étudiants marocains qui partent s'installer en Allemagne, et puis, comme vous l'avez très bien dit, en matière de tourisme. Mais ça, c'était pas nouveau. Ça fait déjà depuis 2006 et 2007 que des accords ont été signés dans ce sens. Alors, du côté du Palais Royal, on se réjouit plutôt de cette stabilité, mais on attend quoi? Une plus grande implication de l'Allemagne en matière de coopération avec le Sud, même si elle est très faible. Ziad Imam le rappelait il y a un instant. Oui, effectivement, pour l'Allemagne, un pays comme le Maroc est un peu lointain géographiquement, mais depuis que le Maroc a accédé au statut avancé avec l'Union européenne en 2008, il multiplie les accords aussi bilatéraux avec les grandes puissances européennes, et évidemment en tête desquelles l'Allemagne. Et puis aussi, il y a un dossier sur lequel il ne faut pas oublier que le Maroc a besoin de soutien, c'est celui du Sahara occidental. Et jusqu'à maintenant, Angela Merkel n'avait pas fait preuve de beaucoup de soutien pour la position marocaine. Elle avait même pris des positions en faveur de l'Algérie il y a 3 ans. Donc la collaboration du Maroc avec l'Allemagne s'inscrit aussi dans cette recherche d'un partenaire diplomatique sur ce sujet. Merci Anna Narat pour cette analyse, cette réaction en direct donc du Maroc. Vous étiez avec nous et vous nous dites qu'on en parle plutôt avec satisfaction. Remarquez, ce n'était pas tout à fait une surprise. Ce qui l'est par contre, c'est la coalition qui sera au pouvoir dans les prochains jours ou peut-être les prochaines semaines. Donc nous poursuivons avec Anna Płońska de la Gazeta, donc la Pologne, grand voisin de l'Est. Là, comme je le disais avec Yoav il y a un instant, un passé historique très particulier aussi. La Pologne qui fait partie de ces pays d'Europe qui vont bien économiquement. On se réjouit de cette stabilité également avec ce même voisin où on n'attendait pas une alternance politique. Non, c'est une vraie joie parce que l'Allemagne et la Pologne ont les meilleures relations qu'elles n'ont jamais eues, à tous les niveaux. D'abord,
un peu anecdotique, le premier ministre polonais Donald Tusk, c'est un très grand ami d'Angela Merkel. Et elle a rendu plusieurs visites à Gdańsk. Ce soir, elles vont en avoir des amis, tout le monde va se recommander d'elle. Hein. Non, mais vraiment, ils se rencontrent très souvent hors des protocoles. Ils sont tous les deux amateurs de football et ils sont tous les deux de même âge. Et donc, ils sont vrais amis. En plus, l'Allemagne, c'est le plus grand partenaire économique de la Pologne. L'année dernière, l'Allemagne a investi 3,5 milliards d'euros en Pologne. Et les Polonais travaillent en Allemagne. Donc tout ce qui va vers la stabilité politique et économique vous rassure plutôt en Pologne. Oui, mais ça n'empêche pas de critiquer la politique, surtout étrangère, de l'Allemagne. Comme mon collègue a dit, la Pologne trouve que Angela Merkel, son gouvernement, n'a pas de vision de l'Europe. Et finalement, nous attendons, les Polonais, que l'Allemagne, enfin, prépare une vraie vision de l'Europe, et surtout au niveau de l'union bancaire. La Pologne voudrait avoir un nouveau traité européen, voudrait instaurer les mécanismes de sauvetage des banques. Et pour l'instant, l'Allemagne ne propose pas grand-chose au niveau de la politique étrangère. Donc l'année dernière, il y a 2 ans, le ministre des Affaires étrangères a dit à Berlin « Je crains moins de la pouvoir allemande que son inactivité ». Donc c'était assez remarquable. Avant de reprendre la discussion sur ce plateau, on fait un nouveau bond de quelques milliers de kilomètres puisque nous partons en Chine. Et on sait un partenariat fort actuellement de la part de l'Allemagne. Ruoling Zhang, bonsoir, merci d'être avec nous en direct, à une heure fort avancée. On a suivi en Chine cette élection-là, cette élection de Mme Merkel. Il faut dire pas vraiment parce que... Faites un effort, trouvez quelque chose. Bon, puisque c'est une élection, pas beaucoup de suspense, alors les médias en parlaient un tout petit peu, mais la population s'intéresse pas vraiment. Et Mme Merkel elle-même, alors, Mme Merkel est-elle connue ? Fait-elle partie des dirigeants européens ou internationaux que l'on connaît actuellement, même s'il y a une grosse actualité en Chine? Est-ce qu'on s'intéresse à elle? Est-ce qu'elle est l'interlocuteur européen? Ah oui, elle est très connue en Chine parce qu'elle a effectué 6 visites déjà d'État en Chine. Et chaque fois, elle reste plusieurs jours, même une semaine. Quelquefois, il y a 2 fois, je crois, que le Premier ministre Wen Jiabao l'a accompagné à Xi'an, à Canton, etc. Elle a fait beaucoup de discours dans les universités et elle participe quelquefois à des activités improvisées. Par exemple, à Nankin, tout d'un coup, elle voulait visiter l'ancienne ville, le rempart. Alors, elle est allée et ça a surpris beaucoup de monde et les Chinois le connaissent à travers ces détails. Donc le président Xi, par exemple, pardon de vous interrompre pour le numéro 1 chinois, le président Xi, c'est plutôt une bonne nouvelle. On n'attendait pas les sociaux-démocrates avec une immense appétence. Ah non, c'est vrai, les Chinois n'aiment pas beaucoup le changement, mais... Voilà. Par contre, et surtout, aiment beaucoup les interlocuteurs que l'on connaît déjà. Bon. Mais par contre, en Allemagne, je crois que les 2 partis partagent le même point de vue envers la Chine. Je crois que c'est à cause de ça que dans cette élection, la Chine était un sujet absent. Eh oui,
pratiquement le reste, même l'Europe, n'a pas été beaucoup évoqué. Écoutez, merci pour ce regard porté depuis la Chine, Ruoling Zhang. Plaisir à vous saluer et à vous retrouver sur un plateau de kiosque. Merci pour cette réaction nocturne à cette élection et vous nous confirmez que la Chine n'aime pas le changement, donc une stabilité. Autre réaction sur le plateau cette fois-ci. Impressionnant quand même ce pouvoir finalement d'Angela Merkel. Alors effectivement, j'en reviens encore à l'économie, mais finalement par l'économie tout passe. Et effectivement, Angela Merkel n'est pas responsable des dettes abyssales qu'il y a notamment donc en Grèce. Elle n'est absolument pas responsable du laxisme budgétaire, de certaines mentalités, certes. Mais elle a quand même réussi, avec sa politique d'austérité qu'elle a érigée en dogme, de pouvoir s'introduire partout. Et ça, je reprendrai juste une phrase de Ulrich Beck, le sociologue, d'accord, qui dit qu'effectivement c'est la nouvelle puissance économique, qu'elle n'a pas besoin d'envahir, de faire du colonialisme, mais qu'elle est présente, elle est omniprésente partout. On parle d'Angela Merkel partout, en Asie par exemple, où on peut faire et on se réjouit de sa réélection. Exactement, en Afrique du Sud, partout. Un mot avant de donner la parole à nos amis. Naturalisation d'un certain nombre de Grecs qui sont partis, vous me disiez, en Allemagne, et ils deviennent allemands. Et ils deviennent allemands, effectivement. 80, oui, normal. Quand le salaire minimum est passé de 600 à 480 euros par mois, 415 euros, alors que les prix n'ont pas baissé. Et quand les Grecs, qui sont quand même les plus diplômés d'Europe, eh ben, il faut qu'ils se recyclent quelque part. Et effectivement, l'Allemagne est une porte. Ziad Puana. Moi, je continue à dire que je trouve qu'il y a beaucoup de germano-philisme depuis 24 heures, le triomphe d'Angela, le triomphe de l'Allemagne. Moi, je suis pas d'accord. D'abord, le triomphe d'Angela, encore une fois, on en a parlé. Vous n'avez pas dit le triomphe de Sarkozy quand il est battu. Non, mais elle a fait 42%, elle a pratiquement la majorité. Elle est populaire parce qu'elle protège. Les Allemands ont l'impression qu'elle les protège du chaos et des gens du Sud, et des BRICS, et des trucs, et des Club Med, etc. Mais elle apporte pas de réponse fondamentale à la question allemande. Ils font pas d'enfants. C'est quand même un aspect intéressant. On sera plus nombreux, les Français, que les Allemands dans 20 ans ou 25 ans. Ils ont une politique salariale qu'il n'y a que eux qui peuvent faire ça. Parce que, je ne sais pas... Instauré par un socialiste. Oui, c'est la flexibilité Schröder, mais quel que soit X aujourd'hui, les Allemands font du dumping à l'émigration, par exemple. Ils recrutent des gens dans toute l'Europe et dans le monde entier en les payant les 2/3 ou le tiers de ce qu'on les paierait en France. Alors évidemment, on peut considérer que c'est comme ça qu'on fait du business, mais moi je pense que ça ne durera pas très très longtemps. Et je pense que... Pour vous, c'est une puissance fragile? Non, je pense que c'est la puissance du jour, parce que nous, on est tellement plus déglingués qu'eux qu'ils ont de l'avance, mais je pense aussi qu'ils ne répondent pas à... Je lisais un papier dans Libération il y a 3 jours, où il disait qu'il y a d'énormes problèmes d'infrastructure en Allemagne. L'Allemagne n'investit pas dans ces infrastructures. Les aéroports, les gares, les autoroutes, etc. Donc, oui, elle est populaire. Oui, il y avait un Allemand qui me disait, les Allemands, ils disent Mutterland ou Vaterland. Alors là, ils ont Mutterland, c'est la mer pour le moment. Ils sont derrière la mer. Mais ça ne veut pas dire que c'est le triomphe allemand. Moi, je pense que c'est juste... Bon, pour relativiser, avant de donner la parole tout de suite à Anna, on va revoir les résultats. Si vous prenez cette soirée en cours, même si on peut toujours dire qu'effectivement c'est pas une victoire écrasante, nous allons voir ces résultats, estimation, toujours quelques heures après la clôture de cette consultation. Vous voyez quand même que la droite, donc les formations de droite qui soutiennent Mme Merkel sont à près de 42%, les sociodémocrates à 25%. On voit quand même que les partis de gouvernement sont très largement en tête, près de 75%, ce qu'on ne verra pas dans d'autres pays, notamment en France. Et puis les Verts qui ne sont pas en grande forme, c'est moins qu'on puisse dire. Un mot, je donne la parole à Anna. Si vous prenez tous les partis de gauche, si vous prenez ils veulent pas gouverner ensemble. Non, mais peut-être, ça c'est la restructuration de la gauche allemande, mettra 5 ans ou 10 ans, mais toutes les partis de gauche font 38%. Et le SPD, la moitié du SPD aujourd'hui, ne veut pas gouverner avec Angela Merkel. Ils l'ont déjà fait, ils se sont fait avoir, et c'est pas réglé. Ils ne veulent pas y aller 2 fois. Anna. Juste pour rebondir, effectivement, là aussi, en pourcentage, c'est kiff-kiff quasiment entre les partis élus au gouvernement. Pour rebondir juste pour ce que disait Ziad sur la question du dumping social, des salaires très bas, il faut aussi savoir que pour le reste de l'Europe, dans un continent où l'euro, dans la zone euro, ça équivaut vraiment à une dévaluation de l'euro en Allemagne. Parce que l'industrie représente 20 et quelques %, et les services 70% de l'économie allemande. Dans les services, une grande majorité de femmes et d'immigrés travaillent à des prix très bas, parfois 1 ou 2 euros de l'heure. Ça leur permet d'avoir des services très bas qui peuvent financer leur industrie et qui équivaut vraiment à une dévaluation de l'euro uniquement pour l'Allemagne, leur donnant des termes de change
très favorable. Et puis, toute cette question de la puissance économique de l'Allemagne, de son manque de vision politique internationale, continentale, c'est-à-dire pour l'Europe, remet l'Allemagne au centre de quelque chose qu'on pensait qui était intérêt avec la chute du mur de Berlin, avec l'unification de l'Allemagne. Mais ce n'est pas vrai, c'est ce qu'on appelle la question allemande. Elle est toujours là dans ce continent. La question allemande, c'est cette puissance économique d'un pays qui doit grandir en dehors de ses frontières sans vraiment avoir de vision stratégique, politique, qui était un peu aussi à l'origine des deux guerres que nous avons connues sur ce continent et qui ont sont au monde entier, qui sont déteints sur le monde entier. Qui sont étendus au monde entier. Je donne la parole à Anna, qui voulait la parole. Oui, on entend depuis longtemps que les plus grands succès d'Angela Merkel, c'est les baisses de taux de chômage. Que maintenant, l'Allemagne, c'est 5-6% de... Pas de déficit. Voilà. Mais même les journalistes allemands, les Polonais aussi, soulignent que ce n'est pas son succès. C'est un succès de M. Schröder et son programme de réforme Agenda 2010. Grâce donc il a libéralisé les marchés du travail et il a fini avec l'état de prévidence. Donc, et en plus, la dernière phrase, que Angela Merkel, maintenant, c'est 8 ans au pouvoir, donc qu'est-ce qui se passera encore pendant 4 ans? Elle est vraiment fatiguée. Et je ne sais pas ça. Attendez, comment vous dites ça? Rien ne lui interdit de se représenter encore une fois. La Constitution ne lui interdit pas. Ziad et Yoav. S'il vous plaît, Ziad et Yoav. J'ai lu un papier traduit de l'allemand, je ne me rappelle plus de quel journal, où il racontait comment elle a fait le ménage à la CDU-CSU. Parce qu'elle a un côté grand-mère sympatoche, mais en fait, c'est une flingueuse. Et donc, elle l'a montré. Elle a dégagé tous les types autour d'elle qui pouvaient la gêner. Et donc, elle est la seule au parti. Et donc, oui, non, mais très bien. Poutine a fait pareil. Poutine a fait pareil. On ne les a pas fusillés. Ils ont quand même un problème dans 4 ans. Et encore une fois. Et qu'est-ce qui l'empêche de se représenter dans 4 ans? Peut-être, mais. Il faut qu'elle gouverne avec quelqu'un quand même. Elle ne peut pas gouverner avec 42% des gens contre tout le reste. Donc elle a un problème d'alliance, elle a un problème de gens. Moi, je pense que, comme disait Napoléon, les trajectoires se fait comme ça, puis ça fait comme ça. Moi, je pense qu'elle est arrivée là et qu'à partir de maintenant, on est dans la descente d'Angela Merkel, on est dans ce qui va se passer après en Allemagne. Les questions allemandes vont se reposer. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est quel rôle ils ont réellement dans la construction de l'Europe. Au lieu, excusez-nous, de nous emmerder, est-ce qu'ils pourraient passer en mode actif et participer à la construction au lieu de déconstruire? Psychanalytiquement, c'est intéressant, ces gens-là, ils passent leur temps à déconstruire. Alors, qu'ils construisent, qu'ils participent à un phénomène de construction, et ces questions vont se poser. Ils ont une population qui baisse, c'est très très embêtant. Ils ont de plus en plus de gens qui viennent de l'extérieur, des Turcs, des Arabes, des gens de partout, des Africains. Ils ont une équipe de foot, c'est anecdotique, mais il y a 5 ans ou il y a 7 ans, leur équipe de foot, c'était que des Blancs. Aujourd'hui, la moitié de leur équipe de foot, c'est pas des Blancs. Donc tout ça, ça va bouger dans un pays qui est en transformation, qui est en mutation, à mon avis, plus que ça. C'est le centre de l'Europe qui est d'ordinaire, qui est totalement incrusté, qui est en train de changer avec son temps. Mais justement, comme c'est pour ça que c'est un triomphe, parce que c'est en mutation, c'est la période d'adolescence. Oui, c'est un triomphe parce que on est d'accord que donc elle est sur la destruction de l'Europe. Elle n'a pas d'enfants, elle n'a pas de route, on est d'accord, elle n'a pas d'infrastructure, elle n'a pas de politique étrangère. C'est quand même la cinquième puissance Avec tout ça, elle arrive à avoir à 42%, à maintenir sa 5e puissance du monde et à maintenir son diktat européen sur ses politiques de rigueur et son orthodoxie budgétaire. La vraie responsabilité, c'est la faillite de la gauche allemande. La faillite de la gauche allemande, c'est la faillite de la social-démocratie en Europe de manière générale. Tu as les conservateurs, mais bien sûr, tu as les conservateurs qui sont partout en Europe. Donc effectivement, elle va et elle surfe complètement. Et en ça, c'est un triomphe. Parce qu'avec tous ces défauts-là et avec tous ces défauts de poids qui sont ancrés dans la société allemande, elle arrive à faire ce score-là ce soir et à être respectée des autres. Relativiser ce triomphe parce que finalement, la social-démocratie n'a pas beaucoup proposé. Qu'est-ce qu'elle a proposé? Les salaires minimums. J'avais promis de donner la parole à Yoav Toker. Oui, avant qu'on arrive à trancher autour de cette table la question, est-ce qu'elle commence sa chute ce soir ou est-ce qu'il y a un petit peu de triomphalisme quand même dans des résultats? Elle est contente quand même ce soir. De cette nature. Elle ne s'endort pas en disant c'est terrible. Mais peut-être pour une fois là, je parle au nom d'opinion publique là, qui n'est pas directement engagée et dans la crise européenne, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc peut-être je crois que ce qu'on ne voit pas assez dans la politique européenne des Merkel, et on appelle
à ce qu'il y ait une, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'était un lapsus intéressant, Anna, vous avez appelé à ce qu'elle ait une politique étrangère. Et la politique européenne de l'Allemagne est-elle une politique étrangère? Elle ne devait pas l'être. Alors, ce que vous ne voyez pas encore, et à juste titre, dans la vision européenne de l'Allemagne, je commence à voir dans ce qui est de l'engagement international de l'Allemagne, qui est aussi réduit. Vous connaissez la peur de l'Allemagne, de son ombre international. Eh bien, ça commence à bouger, et ça commence à bouger pendant les années Merkel. Peut-être pas suffisamment, ça n'a rien à voir avec le géant économique et la présence plutôt modeste diplomatique, mais ça commence à bouger. Regardez l'Afghanistan, regardez la Syrie, regardez même la Libye, regardez l'Afrique, regardez la politique par rapport à l'accueil de réfugiés. Sur ces fronts que vous citez. On n'a pas beaucoup vu l'armée allemande, on a vu des diplomates, mais... Oui, mais la diplomatie d'Allemagne et ses forces armées ne sont pas à la hauteur de son économie. Mais ceci aussi est ancré, nous savons où. Hein. C'est pas une mestine. Enfin, c'est pas. Nous savons d'où ça commence et nous connaissons la puissance des racines de ces basiques de la politique étrangère allemande. Mais elle bouge. Elle commence à bouger. La Deuxième Guerre mondiale qui vaut notamment qu'elle n'a évidemment pas de siège à l'ONU. Retenez-moi de ma propre force. Ouais. Quand je suis trop forte, je suis horrible. Oui, mais il reste à voir ce qu'ont été les agissements de la politique pour le coup étrangère de l'Allemagne dans la guerre des Balkans et dans la dissolution de la Yougoslavie. Je pense que les étudiants pourraient maintenant étudier les documents. Ils auraient vraiment de belles surprises à apprendre. Mais en ce qui concerne l'Allemagne, ce qu'on a vu en termes de puissance européenne qui nous écrase, des scènes de dilemme nous le montraient